mercredi 4 décembre 2013, mesdames, messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres de cette édition. La CDS Rahama dans le collimateur du ministère de l'Intérieur. Selon une correspondance de ce ministère, le parti a 48 heures pour se tenir son congrès, sinon il sera suspendu. Le président du parti, Maman Ousmane, a réagi. Réunion ce mercredi du comité de pilotage du projet de modernisation de l'État, une rencontre pour faire le point des travaux. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Je l'annonçais en début de cette édition. La Convention démocratique et sociale à CDS Rahama de l'ancien président de la République Mahaman Ousmane a 2 jours pour organiser son congrès, sinon le parti sera suspendu selon une décision du ministère de l'Intérieur. Une intimidation fondée par excès du pouvoir, dira le président Mahaman Ousmane, que je propose de suivre. Le CDS Rahama a reçu une correspondance du ministre en charge de l'Intérieur en date du 21 novembre 2013, dont je m'en vais vous décliner les différents points de repère. Dans un premier temps, le ministre en charge de l'Intérieur demande au CDS Rahama de se conformer aux dispositions de l'article 19 de la Charte des partis politiques et des textes de notre formation politique. Dans un deuxième temps, le ministre en charge de l'Intérieur intime au CDS Rahama de prendre les dispositions qui s'imposent afin de régulariser la situation par la tenue régulière d'un congrès, faute de quoi le CDS Rahama sera suspendu. Pour votre bonne compréhension, je voudrais ici rappeler que l'arrêt numéro 1350 CIV de la Cour d'État du 6 juin 2013 n'a pas annulé les délibérations issues des assises de la 13e Assemblée générale de la délégation nationale et du 7e congrès du CDS Rahama tenu à Zender les 3 et 4 septembre 2011. Non. Cet arrêt a simplement cassé et annulé sans renvoi l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Niamey en faveur du CDS Rahama. Mais conformément à la loi, le CDS Rahama a fait un recours en rétractation contre cet arrêt de cassation sous la responsabilité de notre avocat conseil, Maître Sule Oumarou. Il s'agit d'une procédure tout à fait normale, prévue par les lois de notre pays, permettant à la Cour d'État d'alors, aujourd'hui la Cour de cassation, de réexaminer son propre arrêt au vu des arguments évoqués et des exigences de la loi pour se prononcer à nouveau et dire le droit. Pour notre part, nous considérons que l'arrêt numéro 13 du 6 juin 2013 n'est pas à ce jour définitif en raison du recours en rétractation. Le dossier est donc pendant devant la Cour de cassation. Jusqu'ici. J'insiste sur ce caractère non exécutoire de cet arrêt, puisqu'il ne peut pas y avoir 2 poids 2 mesures dans le traitement des affaires judiciaires dans notre pays. Car c'est notre loi fondamentale, la Constitution, qui stipule en son article 10 que tous les Nigériens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Maman Ousmane, président du CDS Rahama, que vous retrouverez en partie magazine de cette édition. Ce communiqué de presse de l'association nigérienne pour la défense des droits de l'homme ANDDH, il est relatif à l'interdiction des meetings et marches de l'opposition par le ministère de l'Intérieur au regard de cette menace grave aux libertés fondamentales selon le BEN ANDDH. La mesure d'interdiction des meetings et marches décidée par le ministère de l'Intérieur est une violation pure et simple de la liberté de manifestation consacrée par la Constitution nigérienne en son article 32 qui énonce que, je cite,
L'État reconnaît et garantit la liberté d'aller et de revenir, les libertés d'association, de réunion, de cortège et de manifestation dans les conditions définies par la loi. Le caractère général de l'interdiction de la liberté de manifestation sur l'ensemble du territoire national, poursuit l'ANDDH, s'apparente à une situation exceptionnelle, état de siège, état d'urgence, alors que rien ne préfigure cette situation. Au regard de ce qui précède, le bureau exécutif national de l'ANDDH demande au gouvernement de revenir sur sa décision qui n'est ni plus ni moins qu'une mesure anticonstitutionnelle. L'ANDDH rappelle enfin aux autorités à tous les niveaux que l'État a le devoir de garantir toutes les libertés fondamentales consacré par la Constitution. C'était là donc le communiqué de l'ANDDH en date du 4 décembre 2013, signé son président Djibril Abarchi. Le comité d'organisation de la première édition de Nuit de la liberté de la presse, Nulipresse, a bouclé ses activités avec la remise de trophées cet après-midi au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Le président de la République a joué un rôle important donc pour le processus pour la liberté de la presse au Niger. La cérémonie de remise de trophées s'est déroulée cet après-midi à la présidence. Le résumé avec Youssouf Omar et Halidou Bourema. Cette activité marque la fin de la première édition des Nuits de la liberté de la presse, Nulipresse. La presse nigérienne honore le président de la République, Issoufou Mahamadou, pour sa marque d'estime depuis son accession au pouvoir. C'est en reconnaissance à cette liberté de la presse. Alors, quoi de plus normal que les journalistes, la presse privée, excellence, de vous témoigner toute sa reconnaissance pour les efforts que vous avez consentis dans le domaine de la liberté de la presse. Pour l'initiateur des Nulipresse, il faut être reconnaissant au président Issoufou, car depuis qu'il a posé sa signature à la déclaration de la montagne de la table, il a démontré au monde qu'il reste et demeure le gardien de la liberté de la presse. Les Nuits de la liberté de la presse, c'est une initiative que nous avons eue, mais qui est en fait inspirée d'une de vos actions. Il s'agit de la signature de la déclaration de la montagne de la table, qui a donc définitivement consacré la liberté de la presse dans notre pays. En effet, depuis donc l'avènement de la 7e République, eh bien, aucun journaliste n'a été inquiété, en tout cas dans l'exercice de ses fonctions. Le trophée que nous voulions vous remettre est un trophée modeste. Je vous le précise, ce n'est pas de l'or, mais c'est un trophée qui a été fait par des artisans du Niger, qui sont d'ailleurs des partenaires des Nuits de la liberté de la presse. En venant ici, ils m'ont dit en toute humilité de vous dire qu'ils vous saluent. Voilà. Alors c'est un trophée qui est symbolique parce que la main ouverte symbolise la liberté. Universellement, c'est un signe qui symbolise la liberté et la plume symbolise la presse. Donc le symbole veut dire liberté de la presse. Mahamadou Issoufou est désormais l'ami de la presse nigérienne. Il a témoigné son engagement ferme de continuer à conserver cette liberté de la presse. Je suis de ceux qui sont convaincus que le pire adversaire, c'est de ne pas avoir d'adversaire. C'est d'être dans une situation où on ne peut pas être critiqué. Si on n'est pas critiqué, on s'assoupit. Donc j'ai besoin de vos critiques. J'ai besoin de critiques de la presse. J'ai besoin de critiques de l'opinion pour améliorer ce que je fais au service du peuple nigérien. On peut encourager les journalistes à faire sorte des critiques, mais à tenir compte de l'aspect responsabilité redoutable d'informer, d'analyser, d'informer le citoyen. Et ça, c'est aussi une question de respect que d'essayer de faire le métier sur la base de la déontologie, en respectant l'éthique, etc. La première édition de Nuit de la liberté de la presse, Nulipresse, se termine ainsi. Et rendez-vous l'année prochaine pour une autre édition. Et puis un autre communiqué de presse, c'est celui du bureau du Conseil supérieur de la communication CSC. Les membres du bureau du CSC se sont réunis en séance extraordinaire le samedi 30 novembre 2013 à l'effet d'examiner le traitement de l'information par les médias. À l'issue de cet examen, il ressort que certains médias privés
continue donc à bafouer allègrement les règles d'éthique et de déontologie en dépit de l'appel à la pondération lancé par le bureau du CSC dans son communiqué de presse en date du 13 septembre 2013. La persistance de ces pratiques préjudiciables à la liberté de la presse et à la crédibilité des médias nigériens a amené les membres du bureau du CSC, conformément au texte en vigueur, à engager la procédure de saisine d'office du CSC concernant trois médias, à savoir le bi-hebdomadaire Opinion, l'hebdomadaire Le Courrier et la télévision Bonferré. Le bureau du CSC rappelle que le journaliste ne doit pas confondre son métier avec celui du publicitaire ou du propagandiste. C'est pourquoi il relance un vibrant appel à l'endroit de tous les médias et de tous les journalistes pour un traitement professionnel et responsable de l'information. C'était là donc un communiqué signé Abdraman Ousmane qui date du 4 septembre 2013. La modernisation de l'État, le comité de pilotage du projet a tenu sa troisième session ce mercredi. Une rencontre qui a permis donc de faire le point d'avancement des travaux qui évoluent normalement selon le haut commissaire à la modernisation de l'État. Améliorer l'offre et la qualité des services publics de l'administration centrale, placer les citoyens au cœur de l'action publique, rendre les institutions de l'État, en particulier l'administration publique, performante et accroître la qualité et l'accessibilité des services offerts aux citoyens, ce sont là entre autres ambitions du Haut Commissariat à la modernisation de l'État. Pour atteindre ces objectifs, un comité de pilotage du projet de modernisation de l'État et décentralisation a été installé et est à pied d'œuvre pour accomplir la mission à lui assignée. Le projet de modernisation de l'État est axé sur 4 composantes, dont renforcer les capacités des institutions et accompagner la décentralisation. C'est un programme qui a été élaboré en 2008, mais n'a pu être mis en œuvre par faute de ressources. Donc aujourd'hui, surtout à la faveur de la création de ce nouveau ministère de la fonction publique avec le volet réforme administrative qui lui a été ajouté, le ministère dispose d'un outil mis à jour qui pourra servir de cadre de référence et cadre dans lequel sera contenu toutes les réformes qui permettront de moderniser notre administration. Et le PIMAP cadre bien également avec l'axe numéro 2 contenu dans notre document de politique de modernisation de l'État qui a été adopté par le gouvernement en juillet dernier. Donc, le 7 décembre prochain, plaise à Dieu, nous allons, dans le cadre d'un atelier national, procéder à la validation du programme interne intégré de modernisation de la santé publique, PIMAP. Il y a encore de la lenteur, on ne cessera de le dire, mais il faut que nos compatriotes, nos collaborateurs, les fonctionnaires nigériens comprennent que nous devons faire preuve de plus de professionnalisme. Le Haut Commissariat à la modernisation de l'État est accompagné dans ce processus par modernisation de l'État et décentralisation au Niger moderne, maître du projet. Nous sommes en train de réexaminer la façon dont le MEDEN pourra intervenir par rapport aux compétences des régions lorsque celles-ci seront précisément définies. On a souhaité, pour ne pas en rester uniquement à une session unique du Palais des Congrès, comme l'a dit le Haut-Commissaire, le démultiplier à Niamey pendant 4 sessions au mois de mai, former de nouveau les nouveaux fonctionnaires. Et nous avons formé les DRH de tous les ministères pour qu'ils puissent démultiplier ces formations dans les régions. Pour l'instant, ce n'est pas encore intervenu, mais nous espérons bien que sur 2014, ceci pourra se faire pour que l'ensemble des nouvelles recrues de la fonction publique sur l'ensemble du territoire du Niger puissent effectivement être plus conscients de leurs droits et de leurs obligations de service. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et plus généralement, sur le dispositif de renforcement de capacité, nous allons être à même de procéder de nouveau à une dizaine de sessions de formation. Pour justement parvenir à moderniser l'État, le Haut Commissariat à la modernisation appelle à plus d'amour pour la patrie et demande le concours de tous. Donc c'est rectificatif. Le communiqué du Conseil supérieur de la communication date du 4 décembre 2013 et non 4 septembre comme je l'annonçais.
Le comité de réflexion sur la lutte traditionnelle qui a été mis en place le 17 juin dernier suite aux incidents survenus lors de la 34e édition du Sabre national à Niamey. Donc ce comité a officiellement remis le document de ses travaux au ministre de la Jeunesse et des Sports cet après-midi. Un document dans lequel le comité a procédé à un aménagement du code de la lutte traditionnelle au Niger et qui est soumis à un atelier de validation nationale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La coordination régionale de Niamey de lutte contre le sida a officiellement lancé sa campagne de lutte contre les IST-VIH-Sida, une campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire, anonyme et confidentiel dans le cadre de la célébration de la 26e journée mondiale de lutte contre le sida. Le compte rendu de Michel Adjedji et Baboukar Souley. Selon les statistiques de 2012, c'est la région de Niamey qui a la prévalence la plus élevée avec 1,1% contre 0,4% pour le taux national. Un état de fait qui est dû à une présence de plus en plus considérable des foyers de propagation du VIH présentés par la coordonnatrice régionale de la SILS. À Niamey, chez les professionnels de sexe, la prévalence est de 19,13%. Ce qui la classe en quatrième position après Zender, Tawa et Maradi. Chez les détenus, elle est de 6%. Chez les forces de défense et de sécurité à Niamey, on observe une prévalence de 0,64%. Au niveau des jeunes, bien que la prévalence est faible au plan national, 0,32%, ce groupe constitue une cible très vulnérable à cause des comportements, le faible niveau de connaissance des modes de transmission du VIH, etc. À titre illustratif, l'enquête de surveillance de seconde génération réalisée en 2011 a donné les chiffres suivants. 3,2% des jeunes ont déclaré avoir une IST. 10,4% ont déclaré avoir eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans. Et 15% ont déclaré avoir des rapports sexuels avec plus d'un partenaire au cours des 12 derniers mois. 15,3% seulement possèdent des connaissances exactes sur les moyens de prévenir le risque de transmission sexuelle du VIH et rejettent les principales idées fausses. Ce qui revient à dire qu'aucune couche de la société nigérienne n'est en réalité épargnée de ce fléau, a poursuivi la coordonnatrice, d'où la nécessité d'œuvrer ensemble sans relax afin d'être au rendez-vous de 2015 avec 0 nouvelle infection, 0 discrimination et 0 décès liés au VIH-Sida. Vous conviendrez avec moi que nous ne pouvons atteindre ces objectifs sans une meilleure implication des jeunes qui constituent les bras valides et le groupe sexuel le plus actif de notre pays. Après la cérémonie officielle de lancement des activités de cette campagne régionale de lutte contre le sida, s'en est suivi le coup d'envoi des séances de dépistage au CSI de Liftik, accompagné par des conférences sur l'importance et la nécessité de toujours connaître son statut sérologique. Les participants s'en sortent convaincus. On est vraiment au 21e siècle, j'ai jamais fait le test de dépistage, donc c'est vraiment une occasion pour moi de le faire. Et puis c'est vraiment sortir du doute. C'est bien de connaître sa sérologie, et bien tous ceux qui ne sont pas faire dépister, ils n'ont qu'à le faire. Surtout dans tous les centres de santé, c'est gratuit. Ça permet de connaître sa sérologie. Et si c'est négatif, tant mieux. Au cas où c'est positif aussi, ils n'ont qu'à se dire que la séropositivité n'est pas synonyme de mort. Il y a des médicaments qui sont là à la disposition des séropositifs. C'est une occasion à ne pas rater, donc connaître son statut c'est très important, donc je conseille à toutes et à tous de se dépister. Notons que cette campagne régionale de sensibilisation et de dépistage va s'étaler sur tout le mois de décembre avec plusieurs autres activités au programme.
Une mission du groupe de réflexion et d'action dans les industries extractives graines séjourne dans la région de Tawa, précisément à Kau, futur site d'exploitation du ciment nigérien. Objectif, édifier la population locale sur les contours de l'exploitation minière, notamment les avantages et les inconvénients. Les explications de Seydou Ousmane, membre de Graines, joint au téléphone ce matin. C'est une sensibilisation des populations sur les impacts sociaux, environnementaux et de l'exploitation du minerai extrait ici, c'est le ciment qui sera exploité ici. Nous, on est venu voir la population pour constater encore ce qu'on appelle le point zéro avant l'exploitation du ciment. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui manque. Et donc, pour un peu sensibiliser les populations à défendre leurs droits et protéger leur environnement. Donc, la population n'est pas très informée. Donc, il y a un droit fondamental qui manque. Donc, nous avons attiré leur attention que l'exploitation, ce n'est pas uniquement des revenus. Et il faut d'abord penser à l'environnement. Quand on exploite, c'est vrai, le juste on ramasse, mais le calcaire, il y a beaucoup d'impact. Et surtout, les populations vont subir beaucoup de problèmes de santé qui ne connaissent pas. Ici, vraiment, actuellement, les gens n'ont pas de problèmes pulmonaires actuellement. Ils n'ont pas de problèmes des yeux. Et donc, nous les avons préparés pour que vraiment ils s'attendent à des maladies comme ça. Et le maire de s'investir pour trouver un district sanitaire après un hôpital de référence qui peut pallier à ces éventuelles maladies. Oui, déjà, mais quelles sont les premières revendications de la population? Bon, les premières revendications actuellement, ils ont dit qu'ils ont seulement un seul mini APE, mais il y a un projet avec quelques puits. Le forage même actuel, c'est à 400 et quelques mètres. Ça veut dire que si on commence encore à exploiter et à utiliser l'eau, ça va encore descendre. C'est une commune comme un village, quoi. Et que l'accès, c'est toujours difficile. Il y a un seul collège, il n'y a pas de lycée. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de problèmes. Et nous avons se préparer pour l'expropriation, parce que c'est une zone pastorale où il n'y a pas assez de détenteurs. Il n'y a même pas de détenteurs, il n'y a pas de propriétaires terriens. Et la population est estimée à 40 890 habitants et avec 32 puits. C'est 139 villages et 5 groupements. La faculté des lettres de l'université Abdou Moumouni de Niamey a servi de cadre ce matin pour un café philo. Les luttes syndicales de Karl Marx, ce grand penseur allemand, étaient au centre des échanges entre l'enseignant-chercheur Nabala et les étudiants. Précision avec Youssouf Omar et Halidou Bourema. Les idéologies marxistes et léninistes au centre de ce présent café philo qu'organisent en plein air les étudiants de la faculté des lettres de l'université Abdou Moumouni. C'est l'enseignant-chercheur Nabala, philosophe de son état, qui forge les étudiants sur les principes des luttes syndicales du grand penseur Karl Marx. De sa carrière de journaliste jusqu'à l'écriture du Capital, Marx s'est engagé à nous convaincre que le moteur de l'existence sociale, ça il faut bien noter, le moteur de l'existence sociale, c'est la lutte des classes. C'est la lutte des classes liée de façon inéluctable au rapport au mode de production. Et les gens pensent que les éléments de base d'une société, c'est la famille. C'est pas la famille. Ce n'est ni l'ethnie, ce n'est ni la religion. Ça, c'est des images fausses d'une véritable existence sociale. En tant que membres de la société, nous ne sommes pas liés à nos familles, ni à notre ethnie, ni à d'autres, mais à des classes bien définies auxquelles on appartient consciemment ou inconsciemment. Voilà en résumé ce que Karl Marx appelle lutte syndicale, ce qui n'en est rien par rapport aux luttes syndicales actuelles. Le thème de notre conférence s'intitule l'idéologie marxiste-léniniste. L'histoire de l'humanité a été une histoire de lutte des classes. Donc par conséquent, vous allez constater des camarades qui aspirent à être en tout cas des syndicalistes qui n'arrivent pas à défendre ou bien à incarner cette idéologie marxiste-léniniste. Donc voilà pourquoi nous avions jugé utile
d'organiser cette conférence à l'endroit de nos camarades SANERSC pour les édifier sur cette idéologie marxiste-léniniste. Au vu de la pertinence de l'exposé, les étudiants qui ont suivi avec intérêt la conférence ont posé des questions auxquelles Nabala a répondu. Je l'annonçais donc, la partie magazine de cette édition est consacrée à la communication du président Maman Ousmane du CDS Rahama, une communication relative donc à la menace de suspension dont fait l'objet son parti. Très bonne réception. Mesdames et messieurs, nous avons tenu à faire cette communication parce que depuis quelques semaines, un certain nombre de rumeurs folles sont véhiculées sur notre parti, en particulier celle qui dit que le CDS Rahama est en instance d'être suspendu. De quoi s'agit-il? Le CDS Rahama a reçu une correspondance du ministre en charge de l'Intérieur en date du 21 novembre 2013, dont je m'en vais vous décliner les différents points de repère. Dans un premier temps, le ministre en charge de l'Intérieur demande au CDS Rahama de se conformer aux dispositions de l'article 19 de la Charte des partis politiques et des textes de notre formation politique. Dans un deuxième temps, le ministre en charge de l'Intérieur intime au CDS Rahama de prendre les dispositions qui s'imposent afin de régulariser la situation par la tenue régulière d'un congrès, faute de quoi le CDS Rahama sera suspendu. Pour votre bonne compréhension, je voudrais ici rappeler que l'arrêt numéro 1350 CIV de la Cour d'État du 6 juin 2013 n'a pas annulé les délibérations issues des assises de la 13e Assemblée générale de la délégation nationale et du 7e congrès du CDS Rahama tenu à Zender les 3 et 4 septembre 2011. Non. Cet arrêt a simplement cassé et annulé sans renvoi l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Niamey en faveur du CDS Rahama. Mais conformément à la loi, le CDS Rahama a fait un recours en rétractation contre cet arrêt de cassation sous la responsabilité de notre avocat conseil, Maître Sule Oumarou. Il s'agit d'une procédure tout à fait normale, prévue par les lois de notre pays, permettant à la Cour d'État d'alors, aujourd'hui la Cour de cassation, de réexaminer son propre arrêt au vu des arguments évoqués et des exigences de la loi pour se prononcer à nouveau et dire le droit. Pour notre part, nous considérons que l'arrêt numéro 13 du 6 juin 2013 n'est pas à ce jour définitif en raison du recours en rétractation. Le dossier est donc pendant devant la Cour de cassation. Jusqu'ici. J'insiste sur ce caractère non exécutoire de cet arrêt, puisqu'il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures dans le traitement des affaires judiciaires dans notre pays. Car c'est notre loi fondamentale, la Constitution, qui stipule en son article 10 que tous les Nigériens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Or, en la matière, la Cour constitutionnelle a affirmé dans son avis numéro 017/CC du 15 mai 2013 qu'une décision est revêtue de la force de choses jugées lorsque les délais des voies de recours suspensifs d'exécution sont expirés ou que les voies de recours ont été épuisées. Fin de citation de cet article. Nous n'avons pas épuisé les voies de recours. Et permettez-moi l'expression, la balle est toujours dans le camp de la Cour de cassation, pas dans celui du CDS Rahama. C'est pour cette raison que la démarche du ministre en charge de l'Intérieur est pour le moins incongrue.
Et ce, à la veille d'une tournée annoncée des partis politiques de l'opposition, regroupés et organisés au sein de l'ARDR à l'intérieur du pays. À moins qu'ils ne veuillent délibérément se substituer aux institutions judiciaires. Mais il n'appartient pas au ministre de l'Intérieur de décider que l'arrêt numéro 13 de la Cour d'État est devenu exécutoire à partir du 6 juin 2013. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une manœuvre de détournement de pouvoir que nous ne saurions en aucun cas accepter au CDS Rama. Elle est d'une grossièreté étonnante. Mais les militants du CDS Rama ne sauraient être intimidés par un épouvantail aussi grossier. Car notre parti a élevé au rang des vertus cardinales le respect des textes de la République et la séparation des pouvoirs consacrés par l'état de droit. Alors, de quel droit la voix non autorisée du ministre en charge de l'Intérieur s'autorise-t-elle à nous dire? Voyez, vous avez 6 mois depuis le 6 juin 2013 pour être en règle. Et si vous ne tenez pas le congrès au plus tard le 6 décembre, ou après-demain, je suspends votre parti. De quel droit? Le CDS Rama ne s'est nullement rendu coupable de quelque violation de texte que ce soit. Encore une fois, l'arrêt rendu par la Cour d'État le 6 juin et la requête en rétractation y afférente, introduite dans les conditions prévues par la loi, sont des dossiers qui sont pendants devant les tribunaux. Et le ministre de l'Intérieur n'a pas à s'immiscer ou à tenter d'influencer par ses agissements la décision de la Cour de cassation. Non. Au demeurant, cet arrêt est essentiellement fondé sur le jugement de défaut numéro 300 du 27 juillet 2011, rendu en l'absence et dans le dos du CDS Rama, et qui a annulé les décisions de suspension prises contre des militants, leur restituant ainsi leur qualité pour assister au congrès ordinaire du parti de septembre 2011. Or, ce jugement, rendu en l'absence et sur le dos du CDS Rama, a été mis à néant par la Cour d'appel de Niamey, suivant arrêt civil numéro 150 du 19 août 2013. Ce qui du reste enlève donc toute base légale à l'arrêt que le ministre en charge de l'Intérieur tente désespérément d'exécuter en lieu et place des partis en cause, sans en avoir la qualité. Oui, en effet, il y a lieu de retenir que le ministre en charge de l'Intérieur n'a aucune compétence, ni aucun pouvoir pour interpréter une décision de justice sans violer les règles de ses propres attributions et sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs entre l'exécutif qu'il représente et le judiciaire, que sont les cours et tribunaux. C'est dire que le ministre en charge de l'Intérieur, n'étant pas partie prenante au litige opposant le CDS Rama à certains de ses militants, n'a aucune qualité pour procéder à l'exécution d'une décision de justice qui, il faut le rappeler, n'est pas exécutoire, au risque de commettre un détournement ou un abus de pouvoir contre le CDS Rama. Et nous saurons accepter cela. Du reste, à l'instant où je vous parle, nous disposons d'une décision de justice qui est la dernière en date. C'est l'arrêt numéro 150 de la Cour d'appel de Niamey, par lequel il ressort clairement que les sanctions de suspension infligées sont entièrement consommées, exécutées de fait ou de droit. Le congrès s'est tenu les 3 et 4 septembre 2011 à Zender, pendant la période
de suspension des camarades. Les mandats sont expirés, aussi bien pour les appelants que pour les intimés. Les camarades ont attaqué le congrès de Zender après avoir perdu la qualité dont ils se prévalaient. Voilà. Il est important par ailleurs de souligner que ce arrêt n'a pas fait l'objet de pourvoi en cassation. Oui, ils avaient le droit de se pourvoir en cassation. Ils ne l'ont pas fait. La Cour d'appel a du reste délivré une attestation de non-pourvoi en cassation en date du 19 novembre 2013. La décision est en conséquence devenue définitive, irrévocable. Cette décision est versée au dossier qui est pendant devant la Cour de cassation. Et comme le stipule l'article 117 de la Constitution, les décisions de justice s'imposent à tous, aux citoyens comme au pouvoir public. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez aisément le constater, les agissements du ministre de l'Intérieur confirment que le régime actuel, pour lui, le respect de la loi n'a jamais constitué une de ses préoccupations. C'est ce qui justifie du reste l'injustice criarde que subissent bon nombre de citoyens et bon nombre de formations politiques de l'opposition et même de la majorité. Comment en effet ne pas rappeler ici que le CDS Rama, lorsqu'il avait gagné son procès devant la Cour d'appel, dont la décision est exécutoire, avait saisi à la fois le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur afin de faire respecter la décision de justice. C'est buté à un mur de silence complice. Ayant encore à l'esprit les manœuvres sournoises qui ont conduit, premièrement, à la disqualification déguisée et le rejet de 56% des listes des candidats aux élections présidentielles, aux élections législatives passées, dont le CDS Rama s'est vu interdire de compétition dans les 4 circonscriptions électorales d'Agadez, de Maradi, de Tillabéri et de Zender. Deuxièmement, la création, de manière délibérée, en violation de la Constitution et des lois, de dissidence au sein des partis légalement reconnus et en règle vis-à-vis de la loi et des règlements. Troisièmement, l'entretien d'un climat de division et d'affrontement violent entre citoyens qui sont devenus des camarades, des frères, des amis, parce que organisés au sein de cadres de réflexion et d'action politique que constituent les partis. Partis d'ailleurs qui sont reconnus comme des institutions de la République, qui ont la responsabilité de former et d'éduquer leurs militants, qui ont la responsabilité de concourir à l'expression des suffrages. C'est la Constitution qui le dit. Les conduisant à la haine, les conduisant à s'affronter violemment entre eux, comme ce que nous avons tous vu, vous et moi, à la télévision et sur les radios, à Saï, à Terra, à Koni, et j'en passe. Quatrièmement, la tendance à l'instauration d'une pensée unique et d'une dictature rampante
avec son cortège d'intimidation, de chantage, de corruption et de menaces d'une manière générale pour la République, pour l'état de droit et pour la démocratie. Nous prenons à témoin la communauté nationale et internationale sur les risques graves qui pèsent sur la stabilité des institutions du Niger, la démocratie, la République et l'état de droit, l'unité nationale gravement menacée, la paix sociale sérieusement menacée. Pour notre part, au CDS Rama, nous sommes parfaitement en règle vis-à-vis de toutes les lois et de tous les règlements relatifs aux partis politiques. Nous disposons d'une décision de justice devenue exécutoire, définitive et irrévocable qui s'impose à tous les citoyens et au pouvoir public. Nous sommes déterminés à lutter pour défendre les nobles valeurs de démocratie, de l'état de droit et de la République avec le concours et le soutien de vous tous, nos amis de la presse, mais aussi de l'ensemble des démocrates de notre pays et d'ailleurs.